Tu la peux, être déjà laissé partir, l'amour de ta vie, parce que tu ne savais pas ce que tu cherchais. Carl Jung a identifié 6 signes. Si tu en reconnais 4, c'était elle. Et si elle est encore là, tu vas savoir dans les 15 prochaines minutes, Carl Jung a passé 40 ans à étudier l'amour. Pas l'amour romantique superficiel, l'amour profond, celui qui transforme, celui qui dure, celui qui résiste au temps, aux crises, aux changements, et il a découvert quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il existe 6 signes qui ne mentent jamais, 6 signes qui te disent, sans aucun doute possible, que cette personne est l'amour de ta vie. Pas ton âme sœur temporaire, pas une connexion agréable, mais l'amour de ta vie, celui qui va marquer ton existence, celui avec qui tu es censé construire quelque chose de permanent. Et voici ce qui est crucial. Tu n'as même pas besoin de voir les 6 signes. Si tu en reconnais 4, c'est suffisant. 4 sur 6. Et Jung disait que c'était la confirmation, c'était la certitude, c'était la preuve que cette personne n'était pas là par hasard. Mais il y a un problème. La plupart des gens ne reconnaissent jamais ces signes. Ils les vivent sans les comprendre. Ils ont l'amour de leur vie devant eux et ils le laissent partir. Parce qu'ils cherchaient autre chose, parce qu'ils attendaient des signes différents, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient vraiment chercher. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 6 signes, un par un, sans filtre, sans théorie compliquée, juste la vérité brute. Et à la fin, tu vas pouvoir compter, tu vas pouvoir regarder ta relation actuelle ou tes relations passées, et tu vas savoir, tu vas avoir la certitude, tu vas arrêter de douter. Alors si tu es prêt à savoir vraiment, reste jusqu'au bout, parce que le 6e signe, celui que personne ne mentionne jamais, c'est le plus décisif de tous. Premier signe. Le premier signe que Carl Jung a identifié, c'est la croissance mutuelle obligatoire. Et je dis obligatoire, parce que ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez consciemment de faire. C'est quelque chose qui se produit automatiquement quand vous êtes ensemble. Vous ne pouvez pas rester les mêmes. Vous êtes forcés d'évoluer, de grandir, de devenir des versions améliorées de vous-même. Pas parce que l'un exige ça de l'autre, mais parce que la connexion elle-même crée cette pression évolutive. Jung expliquait que la plupart des relations sont statiques. 2 personnes se rencontrent, elles s'aiment, elles s'installent dans une routine et elles restent là. Elles ne grandissent pas vraiment, elles ne se transforment pas vraiment, elles sont juste confortables ensemble. Et c'est agréable, c'est facile, mais ce n'est pas l'amour de ta vie. L'amour de ta vie ne te permet pas de stagner. Il te pousse, il t'édifie, il te force à affronter des parties de toi que tu aurais préféré ignorer. Voici comment ça se manifeste concrètement. Tu es avec cette personne, et elle voit en toi quelque chose que tu ne savais pas que tu avais, un talent, une capacité, un potentiel, et elle ne te laisse pas l'ignorer, pas de façon agressive, pas en te critiquant, mais par sa simple présence, par ses questions, par sa façon de te regarder. Elle te pousse à explorer cette partie de toi. Elle te pousse à sortir de ta zone de confort. Elle te pousse à devenir plus que ce que tu pensais pouvoir être. Et c'est inconfortable, parce que grandir est toujours inconfortable. Évoluer demande de lâcher des vieilles versions de toi, des vieilles croyances, des vieux patères, des vieilles peurs, et une partie de toi résiste. Une partie de toi veut rester dans le confort. Mais avec cette personne, tu ne peux pas. Elle crée un environnement où la stagnation devient plus inconfortable que la croissance, où rester le même devient impossible. Jung racontait l'histoire d'un homme qui était venu le consulter. Cet homme
avait passé 30 ans dans un emploi qu'il détestait. Il le faisait par sécurité, par peur, par habitude. Et puis il a rencontré une femme, et cette femme ne lui a jamais dit « quitte ton emploi ». Elle ne l'a jamais poussé directement, mais elle vivait sa propre vie avec tellement de passion, tellement d'authenticité, tellement de courage, qu'il ne pouvait plus ignorer sa propre lâcheté. Sa présence était un miroir qui lui montrait ce qu'il pourrait être s'il avait le courage de choisir. Et 1 an après l'avoir rencontré, il a quitté cet emploi. Il a commencé sa propre entreprise, quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire, mais qu'il pensait impossible. Et quand Jung lui a demandé ce qui avait changé, il a dit quelque chose de profond. Il a dit « Elle ne m'a pas changé. Elle m'a juste rendu impossible de continuer à être quelqu'un que je n'étais pas. Sa présence a rendu l'authenticité obligatoire. C'est ça, la croissance mutuelle obligatoire. Ce n'est pas que l'un tire l'autre vers le haut, c'est que vous vous tirez mutuellement, parce qu'elle grandit aussi, elle évolue aussi, elle se transforme aussi, et sa transformation t'inspire. Elle te montre que c'est possible. Elle te montre que le changement n'est pas à craindre. Elle te montre que devenir n'est pas perdre, mais gagner. Il y a aussi cet aspect, avec cette personne, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Les mensonges que tu te racontais, les excuses que tu te donnais, les justifications que tu avais pour tes peurs, tout ça s'effondre. Pas parce qu'elle te confronte, mais parce que sa présence crée une clarté, une lucidité. Tu te vois plus clairement. Tu vois tes patterns plus clairement. Tu vois tes blocages plus clairement. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Jung disait que ce signe est présent seulement dans les connexions destinées, parce que l'amour de ta vie n'est pas là juste pour te rendre heureux. Il est là pour te rendre entier, pour t'aider à devenir qui tu es vraiment censé être. Et ce processus n'est pas toujours confortable, il n'est pas toujours facile, mais il est toujours nécessaire. Voici un autre aspect de cette croissance mutuelle. Tu commences à faire des choses que tu n'aurais jamais faites avant. Tu prends des risques que tu n'aurais jamais pris. Tu poursuis des rêves que tu avais abandonnés. Et si quelqu'un te demande pourquoi maintenant, pourquoi ce changement soudain, tu ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Tout ce que tu sais, c'est que depuis qu'elle est dans ta vie, l'impossible semble possible. Le difficile semble faisable, le rêve semble atteignable, et ce n'est pas qu'elle te donne de la confiance artificielle, ce n'est pas qu'elle te gonfle l'ego avec des compliments vides, c'est qu'elle voit en toi quelque chose de réel, quelque chose de vrai, et cette vision qu'elle a de toi te permet de te voir toi-même différemment, elle te permet d'accéder à des parties de toi que tu avais enterrées sous des années de doute et de peur. Jung expliquait aussi que cette croissance n'est pas unilatérale. Ce n'est pas que l'un grandit pendant que l'autre reste stagnant. Non, vous grandissez ensemble, à des rythmes différents être dans des directions différentes parfois, mais toujours ensemble. Et cette synchronisation de croissance crée quelque chose de puissant. Vous ne grandissez pas l'un sans l'autre. Vous ne grandissez pas l'un contre l'autre. Vous grandissez l'un avec l'autre. Il y a aussi les moments où cette croissance fait mal, où elle crée des tensions, où elle révèle des incompatibilités temporaires. Parce que quand 2 personnes évoluent, elles ne le font pas toujours au même rythme. Il y a des moments où l'un est en avance et l'autre doit rattraper. Il y a des moments où l'un traverse une transformation profonde et l'autre doit attendre patiemment. Mais avec l'amour de ta vie, ces moments ne détruisent pas la relation, ils la renforcent, parce qu'il y a cette confiance sous-jacente que vous êtes dans le même voyage, que vous allez dans la même direction, même si le chemin est parfois sinueux. Voici comment tu reconnais ce premier signe dans ta propre vie. Regarde qui tu étais avant de rencontrer cette personne,
et regarde qui tu es devenu depuis. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu has grandi? Est-ce que tu as affronté des peurs que tu évitais avant? Est-ce que tu as poursuivi des rêves que tu avais abandonnés? Est-ce que tu t'es rapproché de qui tu veux vraiment être? Et surtout, est-ce que ces changements se sont produits naturellement, presque malgré toi, depuis qu'elle est dans ta vie? Si la réponse est oui, si tu peux tracer une ligne claire entre son arrivée dans ta vie et ton évolution en tant que personne, alors tu viens de reconnaître le premier signe. Le signe que Jung considérait comme fondamental parce qu'il comprenait quelque chose de profond. L'amour de ta vie n'est pas celui qui t'accepte exactement comme tu es et ne demande jamais rien de plus. L'amour de ta vie est celui qui t'accepte exactement comme tu es, mais voit aussi tout ce que tu peux devenir. Et par sa simple présence, il rend cette transformation inévitable. Et ce n'est pas de la pression, ce n'est pas du jugement, ce n'est pas cette dynamique toxique où quelqu'un essaie de te changer contre ta volonté. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est cette inspiration qui vient de voir quelqu'un vivre authentiquement. C'est ce courage qui vient de sentir que quelqu'un croit en toi. C'est cette motivation qui vient de réaliser que tu n'es plus seul dans ton évolution, que quelqu'un grandit avec toi, que quelqu'un comprend que devenir est un processus qui dure toute une vie et qu'elle veut faire ce chemin avec toi. Un signe reconnu, mais il en reste 5, et le deuxième signe peut être le plus difficile à accepter, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que les films romantiques t'ont appris sur l'amour. Mais c'est aussi l'un des signes les plus révélateurs, l'un des signes qui ne peut pas être falsifié, l'un des signes qui te dit, sans aucun doute, que cette connexion est réelle. Le deuxième signe que Carl Jung a identifié, c'est le conflit nécessaire. Et je sais ce que tu penses. Le conflit? Comment le conflit peut-il être un signe de l'amour de ta vie? Tous les magazines, tous les films, tous les conseils romantiques te disent le contraire. Ils te disent que l'amour véritable est harmonieux, que si c'est la bonne personne, tout devrait être facile, que les conflits sont des drapeaux rouges. Mais Jung a découvert exactement l'inverse. Il a découvert que l'absence de conflit est souvent le vrai drapeau rouge. Voici ce qu'il comprenait. Le conflit n'est pas l'opposé de l'amour. L'indifférence est l'opposé de l'amour. Quand tu te disputes avec quelqu'un, quand il y a de la friction, quand il y a de la tension, c'est parce que cette personne compte, c'est parce que ce qu'elle pense a de l'importance, c'est parce que vous êtes tous les deux suffisamment investis pour vous battre, pas pour vous détruire, mais pour comprendre, pour être compris, pour trouver une vérité plus profonde ensemble. Jung racontait qu'il pouvait prédire quel couple allait durer simplement en observant comment ils se disputaient. Pas s'ils se disputaient, mais comment. Les couples qui évitaient tout conflit, qui marchaient sur des œufs pour maintenir une fausse harmonie, ces couples s'effondraient toujours, parce qu'ils construisaient sur du sable, sur des non-dits, sur des ressentiments enfouis, sur des parties d'eux-mêmes qu'ils devaient cacher pour maintenir la paix. Mais les couples qui se disputaient sainement, qui pouvaient avoir des désaccords passionnés sans détruire la connexion, ces couples duraient, parce qu'ils construisaient sur du roc, sur l'authenticité, sur la capacité à être en désaccord et à rester ensemble quand même, sur la compréhension que l'unité n'exige pas l'uniformité. Voici comment ce conflit nécessaire se manifeste. Tu as un désaccord avec cette personne, pas sur quelque chose de superficiel, sur quelque chose d'important. Vos valeurs, vos visions du futur, vos façons de voir le monde. Et au lieu d'éviter la conversation, au lieu de minimiser le désaccord, vous plongez dedans, vous explorez vraiment vos différences. Et c'est inconfortable, c'est tendu. Il y a des moments où tu te demandes si cette différence est trop grande,
si vous êtes vraiment compatibles. Mais voici ce qui est miraculeux. Vous survivez à ce conflit, vous émergez de l'autre côté, et vous n'êtes pas affaibli. Vous êtes plus fort, parce que vous venez de prouver quelque chose d'essentiel. Vous venez de prouver que votre connexion est plus profonde que vos désaccords, que vous pouvez être en tension et rester unis, que vous pouvez vous battre pour votre vérité sans détruire l'autre. Jung expliquait que l'amour de ta vie est celle avec qui tu peux être en conflit sans avoir peur de perdre la relation. Avec les autres, il y a toujours cette anxiété sous-jacente. Si tu exprimes vraiment ce que tu penses, si tu montres vraiment ton désaccord, est-ce qu'elle va partir? Est-ce que ça va créer une distance irréparable? Alors tu te retiens, tu te censures, tu dis des demi-vérités, tu gardes des parties de toi-même cachées pour maintenir l'harmonie superficielle. Mais avec l'amour de ta vie, il n'y a pas cette peur. Tu peux dire ta vérité complète, tu peux exprimer ton désaccord total, tu peux te battre pour ce en quoi tu crois, parce que tu sais, au niveau le plus profond, que cette relation peut survivre à la vérité, qu'elle est assez forte pour contenir vos différences, qu'elle ne va pas s'effondrer juste parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a aussi cet aspect crucial. Les conflits avec cette personne te révèlent quelque chose sur toi-même, pas juste sur elle, sur toi. Elle te montre des zones aveugles, des patterns que tu répètes, des blessures non guéries qui se manifestent dans tes réactions. Et au lieu de devenir défensif, au lieu de blâmer, tu peux utiliser ce conflit comme un miroir. Tu peux voir ce qu'il te révèle. Tu peux grandir à travers lui. Jung disait que c'est pour ça que le conflit est nécessaire. Pas pour se blesser, pas pour gagner, mais pour évoluer. Chaque conflit est une opportunité de se voir plus clairement, de comprendre plus profondément, de guérir quelque chose d'ancien, et avec l'amour de ta vie, vous comprenez ça tous les deux. Vous ne vous battez pas contre l'autre, vous vous battez pour quelque chose de plus grand, pour une compréhension plus profonde, pour une connexion plus authentique, pour une relation qui peut contenir toute votre humanité, pas juste les parties agréables. Voici un autre aspect de ce conflit nécessaire, c'est qu'il n'est jamais destructeur, il est toujours constructif, même quand c'est intense, même quand c'est douloureux. Il y a toujours cette sensation que vous construisez quelque chose, que vous allez quelque part, que ce conflit a un but. Ce n'est pas ces disputes circulaires où vous répétez les mêmes arguments encore et encore, sans jamais avancer. C'est un conflit qui évolue, qui révèle, qui transforme. Et après le conflit, il y a toujours cette réconciliation, pas une réconciliation superficielle où vous faites semblant que rien ne s'est passé, mais une vraie réconciliation, où vous reconnaissez ce qui s'est passé, où vous intégrez ce que vous avez appris, où vous vous rapprochez parce que vous venez de naviguer ensemble à travers quelque chose de difficile. Et maintenant, vous savez que vous pouvez, vous savez que votre relation peut survivre à la tempête. Jung racontait l'histoire d'un couple qu'il suivait depuis des années. Ils se disputaient régulièrement, des disputes passionnées, intenses. Parfois, ils criaient, parfois, ils pleuraient. Et les gens autour d'eux pensaient que leur relation était dysfonctionnelle, qu'ils ne devraient pas se battre autant, qu'ils devraient être plus harmonieux. Mais Jung voyait quelque chose de différent. Il voyait deux personnes qui refusaient de se mentir, qui refusaient de cacher leur vérité pour maintenir une fausse paix, qui se respectaient suffisamment pour être en désaccord, honnêtement. Et après 40 ans de mariage, ce couple était toujours ensemble, toujours passionné, toujours vivant, pendant que tous les couples harmonieux autour d'eux s'étaient séparés, parce que ces couples harmonieux avaient construit sur le silence,
sur l'évitement, sur la peur du conflit. Et un jour, tout ce qui avait été enterré est remonté à la surface. Et la relation n'a pas pu survivre. Mais ce couple qui se disputait, qui se battait, qui n'avait jamais peur du conflit, ils avaient construit quelque chose de solide, parce qu'ils avaient testé leur relation 1000 fois, et elle avait survécu 1000 fois. Alors, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi ensemble, parce qu'ils l'avaient déjà fait. Voici comment tu reconnais ce deuxième signe. Pense au conflit que tu as eu avec cette personne. Est-ce qu'après chaque conflit, vous êtes plus proche ou plus distant? Est-ce que ces conflits révèlent des vérités importantes ou juste crème du drame? Est-ce que tu te sens libre d'exprimer ton désaccord ou est-ce que tu marches sur des œufs? Est-ce que tu as peur que la relation s'effondre si tu montres vraiment ce que tu penses? Et voici la chose importante. Si tu es dans une relation où il n'y a jamais de conflit, pose-toi cette question. Est-ce parce que vous êtes parfaitement alignés sur tout? Ou est-ce parce que l'un de vous, ou les deux, évite le conflit? Parce que vous avez peur de ce que la vérité pourrait révéler? Parce que vous construisez sur une harmonie fragile qui ne peut pas supporter le poids de l'authenticité complète? Jung était clair. L'amour de ta vie n'est pas celui avec qui tu n'as jamais de conflit. C'est celui avec qui tu peux avoir des conflits et en sortir plus fort. C'est celui qui peut gérer ta vérité complète. C'est celui qui ne fuit pas quand les choses deviennent difficiles. C'est celui qui comprend que le conflit n'est pas l'ennemi. L'inauthenticité est l'ennemi. Le silence est l'ennemi. La peur d'être soi-même est l'ennemi. Si tu reconnais ce deuxième signe, si tu vis cette dynamique de conflit constructif, alors tu as maintenant 2 confirmations. La croissance mutuelle obligatoire. Le conflit nécessaire. 2 signes qui te disent que cette personne n'est pas juste une connexion agréable. C'est quelqu'un avec qui tu peux construire quelque chose de profond, de réel, de durable. Mais il reste 4 signes, et le 3e signe peut être le plus subtil de tous, parce qu'il ne se passe pas dans les grands moments, il ne se passe pas dans les conversations profondes, il se passe dans les silences, dans les espaces entre les mots, dans ces moments où rien ne se dit, mais tout est communiqué. Le 3e signe que Carl Jung a identifié, c'est le silence partagé. Et c'est peut être le signe le plus difficile à expliquer, parce qu'il ne se passe pas dans ce que vous dites, il se passe dans ce que vous ne dites pas, dans ces moments où vous êtes ensemble sans parler, sans avoir besoin de parler, sans vouloir parler. Et ce silence n'est pas vide, il est plein, il est riche. Il est une forme de communication plus profonde que tous les mots que vous pourriez échanger. Jung disait que la plupart des gens ont peur du silence. Quand il y a un silence dans une conversation, ils se dépêchent de le remplir. Ils cherchent désespérément quelque chose à dire. N'importe quoi. Juste pour éviter ce moment d'inconfort. Parce que le silence révèle quelque chose. Il révèle s'il y a une vraie connexion ou juste une performance sociale. Il révèle si 2 personnes sont à l'aise d'exister ensemble, sans divertissement constant. Il révèle si la présence seule suffit. Voici comment ce silence partagé se manifeste. Tu es avec cette personne. Vous venez de terminer une conversation, et au lieu de chercher immédiatement un nouveau sujet, vous restez là, dans le silence. Elle regarde par la fenêtre. Tu regardes tes mains, et ce silence pourrait durer 30 secondes, ou 3 minutes, ou 10 minutes, et à aucun moment, tu ne te sens mal à l'aise. À aucun moment, tu ne sens le besoin de dire quelque chose, juste pour rompre le silence. Parce que ce silence n'est pas une absence, c'est une présence. Vous êtes présents ensemble, pleinement,
sans distraction, sans performance, sans masque, juste deux êtres humains qui existent dans le même espace. Et cette coexistence est suffisante. Elle est complète. Elle ne demande rien de plus. Jung expliquait que ce type de silence est possible seulement quand il y a une sécurité profonde, une sécurité qui dit « je n'ai pas besoin d'impressionner, je n'ai pas besoin de divertir, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à travers mes mots, ma simple présence est acceptée, désirée, appréciée, et cette sécurité est rare, incroyablement rare, parce qu'elle exige une absence totale de jugement, une acceptation totale de l'autre tel qu'il est, même dans les moments où il n'est rien d'autre que lui-même. Il y a aussi cet aspect, dans ce silence, tu peux penser, vraiment penser. Tu n'as pas besoin de consacrer toute ton énergie mentale à maintenir la conversation. Tu n'as pas besoin de surveiller constamment ce que tu dis, comment tu le dis, comment elle le reçoit. Tu peux juste être dans tes pensées, et elle peut être dans les siennes. Et vous pouvez coexister dans vos mondes intérieurs tout en restant connectés dans le monde extérieur. Jung racontait qu'il avait observé un couple âgé dans un café. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Ils ne parlaient pas. L'homme lisait son journal. La femme regardait les gens passer. Et pendant 1 heure, ils ont échangé peu, être 10 phrases, pas plus. Mais il y avait quelque chose dans leur présence, quelque chose de palpable. Ils étaient ensemble, vraiment ensemble, plus ensemble dans ce silence que tous ces jeunes couples autour d'eux qui parlaient sans arrêt, mais ne se disaient rien de réel. Et Jung a compris quelque chose ce jour-là. Il a compris que le silence partagé est le test ultime de la compatibilité, parce que n'importe qui peut avoir une conversation intéressante. N'importe qui peut être divertissant pendant quelques heures. Mais combien de personnes peuvent simplement être sans agenda, sans performance, sans besoin de remplir chaque seconde de bruit? Voici un autre aspect de ce silence partagé. C'est qu'il n'est pas passif, il est actif. Vous ne faites pas juste exister dans le même espace en ignorant l'autre. Non, vous êtes conscients l'un de l'autre. Tu sens sa présence. Elle sent la tienne. Il y a une connexion énergétique qui continue même sans mots. C'est comme si vos âmes communiquaient dans un langage que les mots ne peuvent pas capturer. Et parfois, dans ce silence, quelque chose de profond se passe. Tu la regardes. Elle te regarde. Et sans un seul mot, vous venez d'avoir une conversation entière. Vous venez d'échanger quelque chose d'important. Peut être de la compréhension, peut être de la compassion, peut être juste de la reconnaissance. Je te vois, tu me vois, et c'est suffisant. Jung disait que ce silence partagé crée aussi un espace pour l'introspection. Quand tu es avec quelqu'un qui exige constamment de l'attention, qui a besoin de conversations constantes, qui ne peut pas supporter le silence, tu n'as jamais accès à tes propres pensées profondes. Tu es toujours en mode externe, toujours en train de répondre, toujours en train de performer. Mais avec l'amour de ta vie, il y a cet espace où tu peux descendre dans tes propres profondeurs. Et elle respecte ça. Elle ne le prend pas personnellement. Elle ne pense pas que tu l'ignores. Elle comprend que tu as besoin de ces moments d'intériorité. Et elle te les donne sans résistance. Il y a aussi ce phénomène fascinant. Dans ce silence partagé, tu commences à remarquer des choses que tu ne remarquais pas avant, la façon dont elle respire, le rythme de ses mouvements, les micro-expressions sur son visage, les changements subtils dans son énergie. Tu deviens hyper conscient, hyper présent, parce qu'il n'y a pas de mots pour te distraire. Il n'y a que la pure expérience d'être avec elle.
Et cette expérience est riche, infiniment riche. Jung expliquait aussi que le silence partagé révèle quelque chose d'important sur la qualité de la connexion. Si vous avez besoin de parler constamment pour maintenir la connexion, alors la connexion est fragile. Elle dépend de l'effort constant, de la stimulation externe, de la maintenance active. Mais si vous pouvez être ensemble dans le silence et sentir la connexion aussi fortement, être même plus fortement, alors la connexion est solide. Elle existe indépendamment de ce que vous faites ou dites. Elle existe juste parce que vous existez. Voici comment tu reconnais ce troisième signe dans ta propre vie. Pense au moment de silence que tu as eu avec cette personne. Est-ce que ces silences te mettent anxieux? Est-ce que tu sens le besoin de les rompre rapidement? Est-ce que tu interprètes le silence comme un signe que quelque chose ne va pas? Ou est-ce que ces silences te calment? Est-ce que tu peux simplement être dans ces moments sans inconfort? Est-ce que tu sens encore la connexion même quand personne ne parle? Et voici un test simple mais puissant. Imagine passer une journée entière avec cette personne, une journée où vous ne faites rien de particulier. Pas d'activité excitante, pas de conversation profonde programmée, juste être ensemble, lire, réfléchir, exister. Est-ce que cette idée te terrifie? Est-ce que tu penses que ce serait ennuyeux? Ou est-ce que cette idée te semble paisible, désirable, nourrissante? Si c'est la deuxième option, si tu peux imaginer passer du temps avec cette personne sans avoir besoin de stimulation constante, alors tu viens de reconnaître le troisième signe, le silence partagé, le signe que votre connexion transcende les mots, qu'elle existe à un niveau plus profond, qu'elle ne dépend pas de votre capacité à divertir l'autre ou à être diverti. 3 signes maintenant. La croissance mutuelle obligatoire, le conflit nécessaire, le silence partagé. Si tu reconnais ces 3 signes, tu as déjà une indication forte. Mais Jung ne s'arrêtait pas là, parce qu'il savait que même ces 3 signes pouvaient exister dans des relations qui n'étaient pas l'amour de ta vie. Alors il a identifié 3 autres signes. 3 signes finaux, 3 signes qui, combinés avec les premiers, ne laissent plus aucun doute possible. Et ces 3 derniers signes sont les plus puissants, parce qu'ils touchent à quelque chose que presque personne ne mentionne quand il parle d'amour. Ils touchent à la dimension spirituelle, à la connexion qui transcende le physique et l'émotionnel, à ce qui fait qu'une relation devient plus qu'une relation. Elle devient un chemin, un destin, une raison d'être. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler ces 3 derniers signes, tous ensemble, parce qu'ils fonctionnent comme une triade, comme 3 piliers qui soutiennent la certitude finale. Et quand tu les auras tous, quand tu pourras compter combien de ces 6 signes sont présents dans ta relation, tu vas savoir, définitivement, sans plus aucun doute, si cette personne est vraiment l'amour de ta vie. Le 4e signe que Carl Jung a identifié, c'est la résonance dans la douleur. Et c'est être le signe le plus révélateur de tous, parce que n'importe qui peut être là pour toi, dans les bons moments. N'importe qui peut célébrer tes victoires. N'importe qui peut rire avec toi quand tout va bien. Mais l'amour de ta vie, c'est celle qui peut descendre dans ta douleur avec toi, qui peut s'asseoir dans ton chaos sans essayer de le réparer, qui peut tenir ta main dans l'obscurité sans allumer prématurément la lumière. Voici ce que Jung comprenait. La vraie intimité ne se construit pas dans le bonheur. Elle se construit dans la souffrance partagée. Quand tu montres à quelqu'un ta douleur la plus profonde, ta peur la plus noire, ton désespoir le plus total, et que cette personne ne recule pas, ne minimise pas, ne te juge pas, mais reste juste là, avec toi, quelque chose de sacré secret, un lien qui transcende tout le reste.
Tu traverses la pire période de ta vie. Quelque chose s'est effondré. Un parent est mort. Tu as perdu ton emploi. Tu as reçu un diagnostic terrifiant. Et tu es là, brisé, vulnérable, à genoux. Et elle arrive. Elle ne dit pas « tout va s'arranger ». Elle ne dit pas « ne t'inquiète pas ». Elle ne te donne pas de platitudes vides. Elle s'assoit juste à côté de toi, dans le silence, dans la douleur. Et sa présence dit « je suis ici. Tu n'es pas seul. Nous allons traverser ça ensemble. » Et voici ce qui est miraculeux. Dans ce moment, tu ne ressens pas de honte. Tu ne ressens pas le besoin de te composer. Tu ne ressens pas cette pression de revenir à la normale rapidement. Tu peux juste être brisé, et elle peut voir tes morceaux. Et elle ne te voit pas comme moi. Elle te voit comme humain, complètement humain. Et cette acceptation de ta douleur crée quelque chose que rien d'autre ne peut créer, une confiance absolue. Jung disait que ce signe est crucial, parce que la vie va toujours apporter de la douleur. La question n'est pas si tu vas souffrir, c'est qui va être là quand tu souffres. Et l'amour de ta vie n'est pas celui qui prévient toute souffrance, c'est celui qui peut l'apporter avec toi, qui ne fuit pas devant ta douleur, qui ne te demande pas de la cacher pour son confort, qui peut regarder ton obscurité dans les yeux et rester. Le 5e signe, c'est la vision partagée du futur, mais pas n'importe quelle vision. Jung ne parlait pas de s'accorder sur où habiter ou combien d'enfants avoir. Il parlait de quelque chose de plus profond. Il parlait d'une vision de qui vous voulez devenir, pas juste ce que vous voulez faire, mais qui vous voulez être, individuellement et ensemble. Voici comment ça se manifeste. Tu parles de tes rêves, des vrais rêves, pas les rêves socialement acceptables, pas les objectifs que tu es censé avoir, mais les rêves qui viennent de ton âme, les choses que tu veux accomplir avant de mourir, les marques que tu veux laisser, l'héritage que tu veux créer. Et quand tu partages ça, elle ne te regarde pas comme si tu étais fou. Elle ne te demande pas d'être plus réaliste. Elle te regarde comme si elle voyait déjà cette version de toi, comme si elle croyait en ce futur que tu décris. Et voici ce qui est puissant. Sa vision pour elle-même s'aligne avec ta vision pour toi-même, pas dans les détails, mais dans la direction, dans les valeurs, dans ce qui compte vraiment. Elle veut grandir, tu veux grandir. Elle veut contribuer, tu veux contribuer. Elle veut vivre authentiquement, tu veux vivre authentiquement. Et ces visions ne se contredisent pas. Elles se complètent, elles se renforcent, elles créent une trajectoire commune. Jung expliquait que beaucoup de relations s'effondrent, non pas à cause de qui les gens sont maintenant, mais à cause de qui ils veulent devenir. 2 personnes peuvent être compatibles aujourd'hui, mais avoir des visions complètement différentes de leur futur. L'un veut voyager le monde, l'autre veut s'enraciner dans une petite ville. L'un veut prendre des risques, l'autre veut la sécurité absolue. L'un veut évoluer constamment, l'autre veut la stabilité. Et ces différences ne sont pas des problèmes au début, parce qu'au début, vous êtes dans le présent. Mais avec le temps, ces visions divergentes créent une tension qui grandit, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisez que vous n'allez pas dans la même direction, que vous ne voulez pas la même vie, que vous ne pouvez pas honorer votre propre chemin sans trahir le leur. Mais avec l'amour de ta vie, il y a cet alignement qui dit « nous voulons aller dans la même direction, pas sur le même chemin exactement, mais vers le même horizon. Et nous voulons faire ce voyage ensemble, pas parce que nous avons besoin l'un de l'autre, mais parce que nous choisissons l'un l'autre, encore et encore, consciemment, délibérément. Et maintenant, le 6e signe, le signe final, le signe que Jung
considéré comme la preuve ultime, le sacrifice mutuel joyeux. Et je dis joyeux parce que ce n'est pas un sacrifice qui crée du ressentiment, ce n'est pas un sacrifice qui te vide, c'est un sacrifice qui, étrangement, te remplit, parce qu'il vient d'un lieu d'amour si profond que donner ne ressemble plus à perdre, ça ressemble à gagner. Voici ce que Jung avait observé. Dans toute relation durable, il y a des moments où l'un doit sacrifier quelque chose d'important pour l'autre, une opportunité de carrière, un rêve personnel, du temps, de l'énergie, quelque chose qui compte vraiment, et la façon dont tu fais ce sacrifice révèle tout. Si tu le fais avec ressentiment, si tu le fais en gardant un compte, si tu le fais en attendant qu'elle te rende l'appareil, alors ce n'est pas l'amour de ta vie, c'est une transaction, une négociation, un échange. Mais si tu le fais avec joie, si tu le fais parce que son bonheur est devenu aussi important que le tien, si tu le fais sans attendre quoi que ce soit en retour, alors c'est le signe. Et voici ce qui est miraculeux. Elle fait la même chose, pas au même moment, pas de la même façon, mais elle sacrifie aussi, joyeusement, sans ressentiment, sans comptabilité, parce que ton bien-être est devenu aussi important que le sien. Et cette réciprocité crée quelque chose de sacré, un espace où vous pouvez tous les deux être égoïstes en prenant soin de l'autre, où donner devient recevoir, où le sacrifice devient un cadeau. Jung racontait l'histoire d'un homme qui avait reçu l'opportunité de sa vie, un emploi de rêve, mais dans un autre pays, et sa femme avait sa propre carrière, sa propre vie, ses propres rêves dans leur ville actuelle. Logiquement, il aurait dû y aller seul ou refuser l'opportunité. Mais voici ce qui s'est passé. Il lui a parlé, vraiment parlé, et elle a vu combien c'était important pour lui. Elle a vu que ce n'était pas juste un emploi, c'était un appel. Et elle a dit, allons-y, ensemble. Et elle a laissé sa carrière, elle a laissé ses amis, elle a laissé sa vie pour lui. Et lui, voyant ça, a promis quelque chose. Il a promis que dans 5 ans, si elle voulait revenir, si elle voulait reconstruire sa carrière ici, il ferait la même chose pour elle. Il laisserait son emploi de rêve et il reviendrait. Et elle a su qu'il le ferait vraiment, parce qu'elle voyait dans ses yeux la même chose qu'il voyait dans les siens. L'amour qui transcende l'égoïsme, l'amour qui fait du sacrifice une joie. Jung disait que ce 6e signe est la preuve finale, parce qu'il ne peut pas être falsifié. Tu ne peux pas forcer le sacrifice joyeux. Soit il est là, soit il ne l'est pas. Soit tu ressens cette joie de donner pour son bien, être, soit tu ressens du ressentiment. Et cette différence révèle tout. Elle révèle si c'est l'amour de ta vie ou juste quelqu'un que tu aimes. 6 signes, la croissance mutuelle obligatoire, le conflit nécessaire, le silence partagé, la résonance dans la douleur, la vision partagée du futur, le sacrifice mutuel, joyeux. Si tu reconnais 4 de ces 6 signes, Jung disait que c'était suffisant, 4 sur 6. Et tu as l'amour de ta vie devant toi, tu peux arrêter de chercher, tu peux arrêter de douter, tu peux juste accepter ce que ton âme sait déjà. Mais si tu ne reconnais qu'1 ou 2 signes, ou aucun, alors peut être que ce n'est pas elle. Peut être que c'est une belle connexion, peut être que c'est quelqu'un que tu aimes profondément, mais ce n'est peut être pas l'amour de ta vie. Et c'est ok. C'est même important de le savoir, parce que tu ne peux pas trouver l'amour de ta vie si tu restes attaché à quelqu'un qui ne l'est pas.